Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec évidemment un passage obligatoire. On va parler des retraites, on va parler de la grève, mais on parlera aussi du racisme anti-vieux. Existe-t-il? On parlera de Greta Thunberg qui est, vous le savez, la femme de l'année selon le Times. Et on vous demandera d'ailleurs si vous êtes d'accord avec cette décision. Je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y a par exemple Jean-Charles Lajoie-Dit. Mais bien sûr, je suis contre cette mais vous direz ça tout à l'heure, mais ça ne m'étonne pas. Parce que vous faites du racisme anti-jeune et non pas anti-vieux. J'ai fait du racisme anti-gourde. Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes toujours professeur à l'université. Oui, Patrice. Oui. De Versailles-Saint-Quentin. Oui. J'ai pas dit que de Jean-Charles qu'il était toujours éditeur. Avec en parlant de la caresse des orties tout à l'heure. Florence Mercadet, choquée, vous êtes avocate au barreau de Versailles. Et Christophe Maury. Bonjour Patrice. Vous êtes écrivain, vous êtes homme de théâtre, vous êtes notamment l'auteur d'une des plus belles biographies de Molière dont on fêtera en 2022 le 400e anniversaire de la naissance. Absolument. Voilà. Donc attendez 2 ans pour le revendre comme des petits pains. Oui, je pense. On y travaille en tout cas. Alors, évidemment, on est obligé d'en parler, la grève avec la prise de parole du Premier ministre Édouard Philippe. On pensait que ça allait arranger les choses, ça les a plutôt compliquées. Est-ce que vous comprenez ça? Que ça ait compliqué les choses, que la réforme soit si mal engagée? Non, mais moi je ne trouve pas la réforme si mal engagée que ça. Elle est visiblement mal comprise par l'ensemble des Français, ces Français qui me sidèrent à chaque fois, parce qu'on les interviewe tous les matins, ils sont tous là en disant « je galère comme un malade dans le train, mais je compatis, je les comprends, etc. » Donc, je veux dire, c'est totalement tragique. C'est un peuple tragique. Il y avait même deux sondages contradictoires. Ouais. Un sondage qui montrait que les Français étaient en majorité favorables à la réforme des retraites et en majorité favorable au mouvement qui était contre la réforme des retraites. Voilà. Mais alors, soit c'est parce que les médias sélectionnent les gens et que personne n'a le droit de passer à l'antenne pour dire je ne soutiens pas cette grève, ce qui est tout à fait possible. Mais c'est pas un complot, c'est Monsieur Martinez. Non, ah oui, bah attends. Alors on parlera tout à l'heure, j'espère, de ce sinistre Martinez qui maintenant est en train de nous dire que le régime des retraites actuel est bien. Et qu'il ne faut pas le changer. Alors que pendant des années, il était là en train de dire c'est une catastrophe, mais maintenant c'est bien, il ne faudrait pas changer. Enfin bon, on s'éloigne du sujet, mais non, franchement, cette grève n'a plus aucun sens, aucune raison d'être. Et puis quand on voit en plus les CGTistes qui sont là à hurler des injures homophobes aux chauffeurs de bus qui ne veulent pas faire la grève, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, je veux dire, oui, ça, dans le non-droit. Elle n'a pas fait un communiqué là-dessus. Oui, non, mais elle a fait un communiqué en disant oui, alors les insultes homophobes, c'est pas terrible, mais quand même, c'est à cause du gouvernement. On ne voit pas en quoi le gouvernement est responsable de l'homophobie du CGTiste de base. Enfin, ça, je trouve ça. Florence, oui. Bah oui, enfin, c'est ce qu'on entend. Je veux dire, alors, donc, voilà, moi, ça me choque. Je pense qu'elle était assez mal engagée parce qu'elle n'était pas lisible. C'est un peu ce qu'on disait lors de la dernière émission. Et alors là, moi, j'ai un problème de compréhension sur l'âge d'équilibre, puisqu'on ne parle plus d'âge pivot. L'âge d'équilibre, voilà, c'est ça. L'âge d'équilibre de 64 ans, parce que j'avais cru comprendre dans le programme d'Emmanuel Macron qu'en réalité, on passait complètement sur un régime à points. Et donc, qu'on ait un âge à 62 ans avant lequel on ne puisse pas prendre sa retraite, je veux bien. Mais après qu'on nous dise à 64 ans, il faut avoir une retraite à taux plein, si on parle de points, je ne vois plus très bien de quoi on parle. Parce que soit on dit à 62 ans, après, vous pouvez prendre votre retraite, et puis on prend la retraite avec les points que l'on a en fonction de la valeur du point. Tandis que là, on nous dit, si vous n'avez pas vos points à 64 ans, bah, vos points vont être... si vous prenez votre retraite à 62 sans avoir la retraite à taux plein, mais je ne comprends pas ce que c'est que la retraite à taux plein. Autant je comprends ce que c'est que la retraite à taux plein quand on parle de trimestre, autant je ne comprends pas ce que c'est que la retraite à taux plein quand on a des points. Parce qu'il faut un certain nombre de points. Oui, il faut un certain nombre de points, mais les points sont plus faciles à acquérir, me semble-t-il, que les trimestres. Bah oui, non, mais les points en fonction de ses revenus. C'est en fonction de la longueur de cotisation. Mais non, c'est pas en fonction de la longueur de cotisation. Ah bah bien sûr que si, puisque c'est un nombre de points. Plus vous gagnez, plus vous avez de points. Bah oui, donc ça veut dire que plus vous cotisez, plus vous avez de points. Donc il faut un certain nombre de points. Alors dans ce cas-là, si on gagne beaucoup d'argent, on peut prendre sa retraite à 45 ans. C'est comme pour décrocher la carafe d'eau gratuite chez Carrefour.
Carrefour, avec votre carte Carrefour, il faut des points. Eh ben, c'est pas oui, points. mais plus vous Moi, achetez. j'explique la retraite. Voilà. Alors dans ce cas-là, Jean-Charles, Pédagogie. si on gagne beaucoup d'argent, on va avoir beaucoup de points et on va pouvoir partir très tôt dans ce cas-là. Ah non. Si on suit votre enfin au moins à 62 ans. Donc je vois pas pourquoi il y aurait des points. Mais un peu moins bien payé qu'à 64. C'est un choix. Si on a de l'argent, on s'arrête avant. Si on n'en a pas, on s'arrête pile à 64. Si on veut un peu plus de bonus, c'est ce qu'a expliqué le Oui, non, mais Premier j'entends bien, mais je ministre. trouve que c'est assez contradictoire par rapport à la réforme de base qui était acquérir des points. Donc c'est vrai que sur l'âge d'équilibre, j'ai du mal à le comprendre. Ça manque peut-être de clarté, mais en tout cas... oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que je ne suis pas la seule à trouver qu'on ne comprend pas bien. Il y a une chose qui est claire, l'articulation des c'est deux. que dans tous les pays d'Europe, on travaille jusqu'à 65 ans minimum. Et là, nous, on est en train de dire 62, c'est scandaleux, 64, c'est pas assez. Ça va. Il faudrait que les Français réalisent un peu qu'on est dans un monde. Enfin, on n'est pas tout seul sur notre île. Quand on relit son programme. Je vais peut-être laisser la parole à Stéphane ou quand on relit son programme, c'était pas ça à l'origine. Christophe, alors. Non, moi, je trouve que tout était extrêmement bien scénarisé. Et on est dans quelque chose, dans une pièce de théâtre magnifiquement bien écrite. Il y a eu 2 ans de concertation. Il y a eu une grève par rapport à la concertation. C'était même pas par rapport à une négociation, par rapport à un texte. Bon, maintenant on a un texte depuis mercredi. Le Premier ministre, et il faut saluer l'extraordinaire tandem entre le Président de la République et le Premier ministre, parce que c'est très huilé. Ce n'est pas comme du temps de Rocard-Mitterrand ou de Juppé-Chirac. Là, on sent que vous avez raison de souligner ça, parce que peut-être que si Mitterrand avait laissé faire sa réforme Rocard, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je le pense aussi. Mais là, on a un tandem qui est remarquablement bien coordonné. Ensuite, on arrive maintenant dans une période de négociation. Attention, ça va être présenté au Conseil de ministres en janvier. Donc là, il va falloir se bousculer si on veut changer les choses. Et ensuite, il y aura les amendements à l'Assemblée nationale au mois de juin. Donc là, il faudra travailler au corps les députés pour savoir si on... Bon, pour le moment, le truc est très bien écrit, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la crise. Pour sortir de la crise, il faut que ça soit un win-win deal. Il faut que chacun y retrouve ses petits. Laurent Berger hurle en disant 64 ans, on avait dit qu'on ne donnait pas ce chiffre-là. Vous ne voulez pas en parler. Mais bien évidemment, la main tendue, ça va être aux alentours du 20 décembre, juste avant Noël, au moment des congés scolaires, où là, le Premier ministre va dire 64 ans, on n'en parle plus, puisque... Comme vous venez de le dire, l'âge pivot sera à 63 ans. Non, on ne parlera plus d'âge pivot. On ne parlera plus d'âge pivot et on va revenir sur cette idée de points, et uniquement de points. Et on va revenir sur l'esprit du texte. Pardon, et c'est là où c'est bien fait. Parce que regardez bien. Vous ont-ils demandé d'écrire le scénario? Regardez comme c'est bien fait. Cette semaine, on a eu au ministère de l'Intérieur, en une nuit, une négociation qui s'est faite et les policiers garderont le régime spécial qui leur est dû. Même pour ceux qui sont dans les bureaux, ce qui est une bonne chose parce que ça peut permettre de la mobilité au sein même d'une profession. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre a donné un cadre. Laurent Berger n'est pas d'accord pour l'âge pivot. On va l'abandonner. Et ensuite, ministère par ministère, vous allez avoir des négociations qui vont se faire, comme il y a eu au ministère de l'Intérieur. Et tout le monde va sortir grandi de cette histoire, sauf votre ami Martinez. Sauf votre ami Martinez, mais de toute façon, le combat... Sauf s'il gagne. Non, mais rien n'est joué encore. Le combat est perdu, Patrice, puisque la loi de la SNCF et de la modernisation de la SNCF a été votée l'an dernier. Bon, et c'est cette dynamique-là qui va faire que les changements seront faits. Donc c'est le combat de trop pour M. Martinez. Mais regardez comme c'est très très bien écrit par le gouvernement pour que tout le monde sorte grandi de cette... non pas confrontation, mais de ce dialogue. Et encore une fois, moi je dis chapeau, et je lève encore mon chapeau sur l'intervention du Premier ministre, qui a parlé d'une retraite minimale à 1 000 €. Oui. Et moi je dis, mais bravo notre pays, quoi. Bravo notre pays qui a cette générosité et qui donne un socle. Je trouve ça formidable. Alors ensuite, vous trouvez que c'était intelligent et vous n'avez pas peur de l'intelligence?
Non, moi je trouve que tout est parfaitement fait. Ce qui est peut-être un tort. Voilà, Stéphane Monson. Il faut être dans la confiance. Il faut être dans la confiance du temps et de la confiance. Il faut faire attention à l'intelligence en politique. Ça marche pas toujours. Stéphane Monson. Moi, je crois aussi à ce scénario. C'est bien plus subtil qu'on ne le pense et ça semble assez bien écrit. Je trouve que globalement, sans entrer dans les détails techniques qui, pour beaucoup d'entre eux, m'échappent pour l'instant, qu'a priori, moi je suis plutôt en effet satisfait de voir des catégories j'allais dire de travailleurs, c'est fini, de salariés qui vont pouvoir bénéficier d'un système bien plus juste. Je pense notamment aux agriculteurs, aux ouvriers agricoles, à tous aux femmes, à toute cette catégorie de population qui, jusqu'à présent, était globalement plus ou moins exclue de nos mécanismes de retraite. Il y a une deuxième chose à laquelle je crois beaucoup, c'est, et en cela je ne soutiens pas le mouvement de grève, c'est que le service public, ça se respecte. Assurer une mission de service public, c'est globalement un honneur. C'était de cette manière-là, en tout cas, que je le conçois, que ce soit pour conduire un train ou pour enseigner dans un amphithéâtre ou enfin, voilà, au regard des multiples tâches que cela implique, on respecte sa mission, on respecte le service public. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel, mais il doit être concilié avec d'autres droits fondamentaux et d'autres valeurs, ce qui, me semble-t-il, n'est pas nécessairement toujours le cas. Et puis enfin, moi, pour ce qui me concerne, vraiment ce qui concerne ma petite personne, moi j'aspire plutôt, et si j'en ai la chance, à pouvoir travailler plus longtemps. Moi, je pense alors peut-être que, pardon, excusez-moi, je vous interromps une seconde, mais parce qu'on parle beaucoup de l'égalité, de faire une égalité. Est-ce que c'est le bon critère? Moi, il me semble que on pourrait regarder les régimes spéciaux. Il y a peut-être qui sont encore justifiables, pas justifiables, et puis on pourrait regarder au fond les souhaits des uns et des autres. Il y a des professions, vous exercez une profession intellectuelle dans lesquelles les gens n'ont pas forcément envie de s'arrêter à 62 ans. Parfois très physique. Faire un cours en amphithéâtre, si on ne reste pas à la chaire et qu'on monte peut-être et un on peu descend. moins qu'un marteau-piqueur. Non, j'ai la chance de ne pas pousser un wagonnet au fond d'une mine. Oui. Je remarque, j'étais dans une soutenance de thèse hier, j'avais celui qui fut mon directeur de thèse il y a 24 ans, qui a 71 ans, et j'ai été ébloui par sa démonstration, par sa verdeur, par sa jeunesse, et je me suis dit en moi-même, et c'est pas la première fois, quel dommage, à 65 ans, il a été obligé de partir. Couperé, oui. Voilà. Et ça, c'est extrêmement dommage. Ouais, mais il y a des petits jeunes qui sont bien formés, qui sont intelligents, qui ont le mood de l'époque et qui doivent enseigner assez vite. Ça n'empêche pas. Il faut pas, voilà. Ça n'empêche pas. Alors, mais on parlera tout à l'heure peut-être des personnes âgées. Est-ce qu'on pourrait les utiliser mieux? Oui, jeune homme. Oh là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas encore votre cas, évidemment. Oui. Je voulais juste ajouter une chose. Dans les perdants, nous, on a donc, en tant qu'avocat, on a un régime autonome qui n'est pas un régime spécial puisqu'on est soumis à l'âge légal, etc. Oui. Mais nous, notre retraite de base, puisqu'on a un système aussi collectif de solidarité, est à 1 400 €. Donc ça veut dire que lorsqu'on va appliquer, quand on rentrera dans le régime universel, vous voulez dire. Exactement. D'accord. Nous, on a un régime de base, quels que soient les revenus. Vous aurez peut-être des points en plus. Donc. Mais non, parce que le système à points, qui est le système de l'AGIC et l'ARCO, marche plutôt bien. Oui. Et les syndicats, d'ailleurs, qui en sont les gestionnaires, le reconnaissent. Et pourtant, s'oppose à ce régime à points, ce qui est aussi encore là une contradiction. La CGT a été très favorable au système à points pendant plusieurs décennies. Absolument. Ouais. Je reprends ce que vous disiez, enfin, tout à l'heure justement, il y avait un édito de Gisbert qui disait, au fond, peut-être que la tragédie s'est nouée quand le gouvernement a eu la fâcheuse idée d'introduire de l'équité et de la justice sociale dans la réforme, en intégrant les petits, les oubliés, comme les femmes, les ouvriers agricoles, le métier pénible, etc. C'est un peu ce que vous disiez. Et c'est vrai que c'est des gens qui ne sont pas défendus, eux, par les syndicats. Non. Franchement. Et ça pose vraiment ce problème de savoir qui défend les syndicats. C'est-à-dire que les syndicats restent très corporatistes aussi. Donc ils défendent la SNCF ou la RATP, mais ils ne vont pas défendre de manière globale. Parce que c'est un peu idiot de parler de privilégiés pour des gens. C'est pas une question de privilégiés, mais là,
la France est quand même quasiment bloquée par des cheminots et des conducteurs de bus parisiens et de métro. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant. On a l'impression que la France et le problème des retraites ne pourrait se résumer qu'à ces deux groupes de salariés qui n'ont pas de soucis majeurs par rapport à un agriculteur, par rapport à un commerçant qui voit son commerce absolument vidé tous les jours parce que personne ne peut accéder jusqu'à lui. Eux sont vraiment dans l'embarras. Effectivement, comme le disent très, très souvent les grévistes, on a mis notre 13e mois de côté, puis de toute façon, puis ça va aller, et puis on verra. C'est sûr que faire la grève à la SNCF, c'est beaucoup plus facile que de la faire quand on est exploitant agricole, commerçant, restaurateur. Et c'est ce qu'on oublie un tout petit peu toujours dans les commentaires, on dit c'est merveilleux, etc. Enfin, je veux dire que la France, globalement, que les gens soutiennent ces grèves. Vous dit le rêve pourrait être, après tout, on pourrait le comprendre, je veux dire, de tirer plutôt vers le haut que vers le bas. C'est-à-dire que les réformes donnent toujours une situation plus difficile que celle qui était avant. Après tout, on pourrait rêver que tout le monde puisse prendre sa retraite à 52 ans. Entre l'âge pivot qui choque un peu Florence, de 64 ans et 52 ans, il y a quand même 12 ans de différence quand même. C'est pas une histoire d'âge, c'était une histoire. Ce que je disais, c'était par rapport à la... Non, mais moi ça me choque terriblement que des gens prennent leur retraite à 52 ans et surtout dans un régime qui est déficitaire, qui coûte des milliards, qui nous coûte des milliards. Je veux dire à chaque fois qu'un cheminot prend sa retraite ou un type de la RATP prend sa retraite à 52, 53, 54, 55 ans, c'est moi qui lui paye sa retraite. Je ne sais pas comment ils vont traiter les... Non, mais c'est pas normal. Non, mais du coup, je ne sais pas comment ils traitent les carrières longues. Puisque quand on est en carrière longue, qu'on arrive à 62 ans, et s'ils maintiennent, ce qu'on ne croit pas, mais s'ils maintiennent l'âge d'équilibre à 64 ans, est-ce qu'ils vont pouvoir partir ou pas à 62 ans? Je pense que ce qui rend le débat anxiogène, je ne sais pas, je suis pas sûre. C'est qu'il y a autant... ce ne sont que des cas particuliers. Alors, ce qui rend le débat anxiogène, c'est qu'on se pose la question pour soi-même en disant comment ça va se passer. Or, la loi, c'est un cadre, et ensuite, ça va être entre les entreprises, les ministères, et que on va pouvoir. Et vous allez voir votre DRH et en lui posant la question comment ça se passe pour moi. Bon, mais c'est pas maintenant autour de cette table, ni sur tous les débats que l'on voit ou que l'on entend à la télévision et à la radio, où on voit que on ne fait que de tricoter des petits cas particuliers, et c'est ça qui rend le truc anxiogène. Nous partons dans un grand mouvement de justice sociale qui est ce changement de calcul, cette nouvelle loi de la retraite. Emmanuel Macron l'avait promis dans la campagne présidentielle. Ça fait 2 ans qu'ils y travaillent. Ça arrive. Réjouissons-nous. Bravo. Il tient ses promesses, c'est bien. Il tient ses promesses, il les fait. Bravo. Et encore une fois, la SNCF ne sort pas grandie de cette histoire parce qu'ils ont déjà la réforme qui était passée. Et on va voir ce que ça va donner avec la concurrence dans quelques années. Mais là, c'est la loi du marché qui va malheureusement balayer. 1er janvier. Oui. Vous avez vu la une du Point? Non. Alors, la une du Point demande ce pays est-il devenu fou? La réponse est oui. Comme c'est subtil et mesuré. Voilà. Non, mais est-ce qu'on peut dire est-il devenu? Ça a toujours été. Ça a toujours été. Oui, c'est ça. Je l'avais une phrase de l'historien Michel Vinocq qui disait l'histoire de la France est celle d'une guerre civile, tantôt vive et sanglante, tantôt larvée, mais toujours prête à renaître. Vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est plutôt optimiste, alors toujours prête à renaître. Oui. Non, la guerre civile. La guerre. Oui, mais il y a peut-être une renaissance à chaque fois. Mais guerre civile, non. Non, écoutez, il suffit de regarder, guerre entre de le peuple et l'État, dont on parle notamment. On est là dans une mutation tellement profonde et puis qui se réalise sur des décennies. Au fond, c'est pas. Non, je crois pas qu'on soit un peuple guerrier, les Gaulois, etc. J'y crois pas. Mais on est tout dit. On est probablement j'y crois pas un vraiment. peuple un peu fou, parce que ce qui est incompréhensible, c'est que dès que quelqu'un est élu, un président, il est détesté au bout de 10 mois. Les Français détestent Macron, ils ont détesté Hollande, ils ont détesté Sarkozy, ils détestent tout le monde. Mais ils adorent Chirac. Non, mais ça, oui, voilà, maintenant qu'il est mort, parce que c'est. On adore souvent les gens qui n'ont rien fait, d'ailleurs. Comment? On adore souvent les
gens qui n'ont rien fait. Ben voilà, mais donc c'est quand même un peu déprimant. Ouais. Quoi, je dirais. Mais il y avait quelqu'un qui avait une formule qui était assez juste, c'est-à-dire que la Ve République, c'est une monarchie dans laquelle on coupe la tête du roi tous les ans. Oui, c'est exactement à peu près ça. Donc ça n'incite pas à la réforme, et je trouve franchement le président Macron courageux et Édouard Philippe Alors juste, très justement, puisque vous parlez de Macron et d'Édouard Philippe, on peut faire un point institutionnel, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des sondages qui montrent qu'Édouard Philippe est finalement un bouclier assez solide d'Emmanuel Macron, rôle que le quinquennat avait un peu dilué? Oui, Stéphane Monson. Oui. Et là, c'est très, c'est très singulier quand même comme retournement de situation. Oui. Le président de la République avec le quinquennat est beaucoup plus exposé. Pourquoi ? Parce qu'il a une majorité parlementaire qui est concordante chronologiquement avec son élection. Donc il n'y a pas de suspense, il n'y a plus de suspense dans cette concordance pour éviter les cohabitations. Et le rôle institutionnel, en effet, du Premier ministre, tel que la Ve République l'a conçu, c'est d'être soit un bouclier, soit un fusible, quand ça se passe mal. Voir un collaborateur. Alors, voir un collaborateur, mais justement, à l'époque de Sarkozy-Fillon, on a vu, à partir de la première moitié du quinquennat, Fillon acquérir une popularité assez forte, assez exceptionnelle pour un Premier ministre, au détriment de Nicolas Sarkozy, au point où on se demandait parfois qui était le bouclier de l'autre. Et là, la logique de la Ve République retombe sur ses pieds, si j'ose dire, avec un président qui préside et un Premier ministre qui est au feu. Oui, le président de la République n'est pas intervenu. Il a institutionnellement raison, il est dans son rôle. Vous avez vu le boulot qu'il a fait avec Poutine il est sur tous les fronts. Non, je dis pas qu'il fait rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, le calendrier est très très bien écrit. C'est-à-dire que vous avez. Vous pensez qu'il y a comme ça un Deus ex machina qui écrit tout quelque part? Je pense qu'il y a un dieu. Oui, ça c'est clair. Non, mais je pense que nous avons affaire à des gens extrêmement responsables et qui ont parfaitement travaillé leur affaire. Et ça, c'est plus l'impression parfois d'improvisation, mais bon. Non, il y a éviter l'improvisation. Et donc, dans le calendrier présidentiel, il est sur l'international et il se montre très fortement à l'international en ce moment même. Et puis, le Premier ministre est sur le front de l'intérieur et est très présent. Non, c'est très très bien fait. Moi, je suis parce que ça veut dire que c'est décidé, ça veut dire que c'est préparé, décidé pour que les choses avancent. Ouais. On a affaire à des gens responsables, c'est tout. C'est une vision optimiste de la situation. Mais les gens travaillent et sont responsables. Mais c'est vrai que, pardon, je reviens au débat sur le Premier ministre, président de la République. On a l'impression, et il y a longtemps qu'on n'avait pas eu cette impression-là, qu'il y a une répartition des rôles. Vous voyez, je ne sais pas, quand Valls était Premier ministre, on avait juste l'impression qu'il voulait prendre la place de l'autre. C'est ce qui a souvent été le cas. Fillon ne l'a pas fait pendant 5 ans, mais on a bien compris qu'il voulait la place de président de la République après. Là, on a l'impression qu'ils se répartissent assez bien les rôles et le Premier ministre prend les choses en charge, quoi. On a un peu... Oui, ça a un côté, pour revenir à ce dont nous parlions sur les gens âgés, enfin, c'est une pratique un peu vintage de la Ve République. Mais qui correspond vraiment à l'esprit des institutions. Alors, il y a peut-être une nuance à apporter à ce propos, c'est que, au fond, il n'y a qu'une seule parole qui compte, quand même, en France, c'est celle du président. Bien sûr. Et quand il ne parle pas, ça ne vaut rien, quoi. Le président de la République et c'était d'ailleurs dans l'intention du candidat Emmanuel Macron, c'était de moins intervenir, de rompre avec... Jupiter. Oui, jupitérien, ça a été mal compris d'ailleurs. Jupitérien, c'est pas le type qui est partout, qui fait tout, qui est justement au contraire, la personne qui prend du recul. Le Deus. Pour rompre avec la pratique Sarkozy-Hollande.
Et en cela, il était très conforme à une lecture gaulienne, je ne dis pas gaulliste, mais gaulienne de la Ve République, qu'on apprécie ou pas, là n'est pas la question. Mais enfin, en effet, le grand débat, etc., on a vu un président de la République en chemise, manche retournée, et prendre le micro et s'emparer et porter comme ça. Comme le grand débat, oui, il est descendu. Là, il est franchement descendu. Il est franchement descendu comme aucun autre président de la République ne l'avait fait. Il n'a pas peur d'affronter ni les citoyens, ni les contestations. Ça, c'est en effet pas un défaut qu'on peut lui reconnaître. On verra donc dans les prochains jours si l'optimisme de Christophe Maury l'emporte. Oui, mais c'est bien d'être optimiste, franchement. Oui. Alors, on va peut-être passer au débat sur la mise en examen des hommes politiques. Est-ce qu'elle doit entraîner, selon la jurisprudence Balladur, la démission des fonctions qu'on exerce? C'est le débat. Ben, écoutez, lançons-le. Voilà, il y a un petit jingle. Petit jingle. Alors, un mauvais point. Non, mais alors, on l'a refait. On l'a refait. Alors, donc, mise en examen, notamment de François Bayrou pour les affaires du Modem. Il y a du monde. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez alors? Là, moi, je pense qu'il y a d'abord le respect. Je rappelle ce que la jurisprudence Balladur, qui était de dire alors ça concernait les ministres, mais quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner, et on l'a vu pour un certain nombre de ministres, on l'a vu notamment après pour Bernard Tapie, qui est revenu au gouvernement une fois qu'il a été blanchi. Alors moi, je suis peut-être psychorigide sur le plan du droit, mais il y a une présomption d'innocence et une mise en examen ne veut pas dire qu'il y a une condamnation. Bon, c'est un peu dans l'esprit des personnes. Si il est mis en examen, il n'y a pas de fumée sans feu, donc probablement qu'il sera condamné. Donc, présomption d'innocence qui me paraît tout à fait respectable, et je pense qu'il ne faut pas démissionner. Christophe Maury. Les juristes d'abord. Justement, la question est politique en réalité. Oui, la question n'est pas juridiquement, le raisonnement de Florence est inattaquable. Maître, votre raisonnement était absolument en béton. Nous sommes nous ne sommes pas étonnés. Non, mais politiquement, c'est délicat. Et moralement. Et moralement aussi, oui. C'est délicat. Alors moralement, mais justement, est-ce que c'est de la morale ou est-ce que c'est du droit? Le droit, c'est pas la morale, et fort heureusement. Oui, voilà, et pourvu que ça dure. Sauf que politiquement, est-ce que c'est tenable? Ça l'est sans doute de moins en moins. Qu'un ministre en exercice soit mis en examen. On peut dire ce qu'on veut, mais politiquement, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Vous connaissez l'histoire. Et il y a maints exemples dans lesquels un ministre en exercice mis en examen, obligé de démissionner, bénéficie un an ou un an et demi plus tard d'un, je sais pas, par exemple, Strauss-Kahn, où ça n'a pas été le seul. Oui, mais il est pas ministre. Mais sur l'échelle d'entreprise, c'est pareil. Oui, et donc, en effet, un an et demi plus tard, on n'en parle plus, et on oublie. Mais c'est compliqué de revenir. C'est effectivement très compliqué. Au cas précédent, comme on dit. Mais sur le point de vue de la morale et de la loi, il y a quand même une chose qui va peut-être faire bouger les lignes, c'est Mélenchon. Mélenchon qui, lui, a été condamné et qui, il y a encore 2 ans, réclamait qu'aucune personne ne puisse se présenter à la moindre élection à partir du moment où il avait été condamné à quelque chose. J'attends donc de voir si moralement mais vous voyez bien la défense qui prend. Lui, il a été condamné, justement. Oui, bien la défense qui prend. Il dit c'est un jugement politique. Oui, mais il a été condamné. Quand un jugement vous concerne, évidemment, il devient politique. Donc j'attends juste de voir si Mélenchon va... Non, mais est-ce que c'est pas donné à la justice, alors le fait, cette jurisprudence Balladur, c'est-à-dire la démission obligatoire, c'est donné à la justice un pouvoir énorme, quand même, sur le fonctionnement politique. Oui, mais c'est souvent le cas. Le pouvoir, puisque c'est une question aussi politique, le pouvoir politique, il appartient aux souverains, c'est-à-dire aux électeurs, le peuple. Mais le peuple sous certains aspects. Cette expression a été employée à tort et à travers. On ne sait pas en réalité ce que c'est que le peuple. Les électeurs, je sais ce que c'est. Le souverain décide. Alors, si politiquement c'est gênant, je ne parle pas de la morale, parce que je crois qu'il faut laisser la morale en dehors de tout cela. Mais politiquement, si c'est gênant, il y a des sanctions qui existent. Il y a un système démocratique, électoral, qui permet aux gens,
avec un bulletin de vote, de sanctionner un élu qui, à leurs yeux, n'aurait pas respecté. Voilà. Vous dites que la justice a tout pouvoir. Non, la justice, elle fait juste son rôle. Elle est saisie Non, d'un délit. je ne parle pas du pouvoir qu'elle a quand elle prend une décision, c'est son pouvoir, mais ça lui donne une influence sur le déroulement politique qui est quand même qui dépasse quand même son rôle. C'est les hommes politiques qui ont donné une influence politique à la justice. Oui. C'est eux qui disent oui, mais ça a des effets politiques, c'est une justice politique. Jean-Paul Delevoye a reconnu avoir pensé à démissionner justement, puisqu'on vient de s'apercevoir qu'il avait... Oui, qu'il était payé par les assurances. L'assurance était bénévole, mais qu'il touchait également 5 000 € par mois, je sais plus quel organisme, ce qui paraît-il absolument contraire à la Constitution. Oui. On n'a pas le droit d'être... voilà. Donc là, si c'est vraiment contraire à la Constitution, il y a l'association Anticor, je crois, qui porte plainte, et qui, du coup, il pourrait être mis en examen. Il a pensé, lui, avant même d'être mis en examen, démissionner. Finalement, la particularité, c'est qu'il touchait effectivement de l'argent, mais d'une compagnie d'assurance. Il était lié c'est à AXA, ou je ne me souviens plus. Enfin, il est lié à une compagnie d'assurance, et comme il fait cette réforme, dans laquelle va y avoir probablement des assurances complémentaires, il y avait quand même un problème d'éthique. Problème de conflit d'intérêt. Mais ça, c'est le niveau bénévole. Mais en plus, il est payé par le think tank, ça une 300 ou 800 € par mois. Il est payé 5 000 € par une autre, par un think tank. Et il ne l'avait pas déclaré. Il ne l'avait pas déclaré, c'est quand même un peu... Il ne l'avait pas déclaré, ce qui est quand même un peu étrange. Parce qu'il avait déclaré beaucoup de choses, notamment qu'il était membre de la confrérie des amateurs de vin, de je ne sais pas quoi, mais ça, il l'avait oublié bizarrement, ce qui est quand même ça donne une image curieuse, quoi, d'oublier qu'on a 5 300 € qui tombent tous les mois. C'est comme la garde des Sceaux qui oublie qu'elle avait un appartement. J'en ai 3, je pensais que j'en avais que 2. Bon, ça donne une image quand même terrible, parce que ça, là, on est un peu hors sol. Ça paraît... Malgré Christophe... Voilà, on ne peut pas toujours complimenter le pouvoir. Non, mais il ne faut pas non plus que le devoir de précaution rentre dans les questions morales. Et je lance cette provocation. Il est bien évident que lorsque quelqu'un est nommé, il y a d'abord des commissions, il y a d'abord des déclarations, que ce soit pour une élection, pour une place dans un ministère, même dans l'administration, la grande administration, il y a quand même des enquêtes qui sont faites. Alors moi, je ne comprends pas. Il faut attendre que le texte de la loi de la retraite tombe sur les écrans pour que, je ne sais plus quel média, attaque Delevoye, ça fait juste 2 ans. Le Parisien, ça fait juste... Oui, mais alors ça tombe à point nommé. Enfin, c'est pas la faute des journaux. D'abord, Delevoye, il est haut commissaire à la retraite depuis moins de 6 mois, donc on ne peut pas non plus... Et puis voilà, il est normal que quand on est sous les feux de la rampe, les journalistes s'intéressent à la personnalité. Ça me paraît pas choquant. Oui, mais alors qui a failli? Est-ce que c'est la personne qui a oublié, qui a omis, ou est-ce que ce sont les instances qui doivent régler tout ça qui n'ont pas fait leur boulot? Les deux. Alors, on peut attaquer ceux qui n'ont pas fait leur boulot aussi. Absolument. C'est ce vieux proverbe qui dit... Et ça, on ne le dit pas. Quand on grimpe aux arbres, il vaut mieux avoir le derrière propre. Exactement. Tout est dit. C'est la version cocotier. Au cocotier, pardon. C'est haut. Quand on grimpe au cocotier, voilà. C'est ça. Il faut avoir le bip propre. On va passer peut-être à Mademoiselle Thunberg. Et ça va être la polémique. Alors, Mademoiselle Thunberg, donc cette jeune femme, qui a quel âge? 16 ans. Greta, de son prénom. Avec un seul T. Et donc qui est devenue l'icône de la lutte contre le réchauffement climatique, l'icône de la lutte pour un monde plus écologiste, et qui est nommée femme de l'année, ce qui n'est pas rien, par le Time, c'est généralement des choix très forts. Oui, enfin pas toujours. Alors vous, d'abord, vous ne l'auriez pas nommée femme de l'année? Non, donc contre Stéphane? Non, évidemment non. Non? Christophe? C'est nouveau, c'est intéressant, il faut y réfléchir. Florence? Non. Ah, il y a 3 noms. Alors commençons par les noms, alors.
Pour quelle raison pour quelle raison? Parce qu'elle est curieuse, cette jeune fille. Alors d'abord, elle a 16 ans, donc je n'ai absolument rien contre les gens qui ont 16 ans, qui peuvent tout à fait avoir des choses passionnantes à dire, etc. Et je me souviens d'un roi de Suède qui, à 15 ans, a battu à la tête de son armée une armée de 600 000 hommes. Donc je dis, à 15 ans, on peut faire des choses très brillantes. Les poètes aussi, très jeunes. Non, c'est pas du tout une légende, c'est absolument avéré. Une armée de 600 000 hommes, enfin... Bon. Oui. Arrêtez de pinailler. Selon les combattants, voilà. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'est pas vieille non plus. Je parlais d'un roi de Suède. Alors, Greta, elle a 16 ans. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle répète de façon assez horrible ce que ses parents lui ont visiblement mis dans la tête. Quelle expertise. Donc vous dites à 16 ans on peut dire des choses et en même temps à 16 ans on peut ne faire que répéter ce que disent vos parents. Et on voit pas trop quelle est sa réflexion. Je veux dire, le fait de crier, de hurler. On voit bien quand même quelle est sa réflexion, c'est de dire qu'il y a une urgence de mobilisation contre le changement climatique. Le but, c'est et une responsabilité. C'est de déprimer tout le monde, mais il n'y a rien. Non, c'est de bouger les gens. Mais ce qui est totalement déprimant, c'est que les jeunes, visiblement, alors là, je les attaque de fond, se prennent cette personne comme référence. On est en France, on est dans un pays où il y a des experts absolument brillants, il y a des scientifiques, il y a des tonnes de gens qui disent ce qu'elle dit beaucoup plus intelligemment. Et nous, quelles sont les deux icônes que les jeunes se choisissent en France? Greta Thunberg et Nicolas Hulot. Alors excusez-moi, mais on est quand même au degré zéro de la science et du savoir. C'est déprimant, mais c'est totalement déprimant. Il n'y a aucune expertise, on ne peut même pas discuter avec elle. Et alors en plus, on n'a pas le droit de dire du mal de cette jeune femme, parce qu'il ne faut pas dire jeune fille, il ne faut plus dire demoiselle, je vous signale. Toute personne du sexe féminin doit être appelée madame maintenant. Donc le mot demoiselle est supprimé. Oui, je vous assure. Jeune fille, c'est pas supprimé. C'est demoiselle, mais jeune fille, ça existe encore. C'est administratif, pas forcément du langage. Il n'y a plus de demoiselle. Donc, alors, on a mis son autisme en avant. Et comme son autisme est mis en avant, du coup, c'est une sorte de paravent qui fait que dès qu'on critique Greta Thunberg, ah oui, tu dis ça, vous êtes méchant et Greta Thunberg, elle est autiste. Mais il y a des autistes brillants et puis des autistes qui sont moins brillants. Et je veux dire, c'est pas moi qui ai mis le doigt sur son autisme, c'est ses parents qui en font une sorte de paravent publicitaire. Bon, on a compris, vous dites, au fond, elle répète ce que disent ses parents. Voilà, c'est pas de bon sens, c'est votre analyse aussi. Vous êtes plutôt contre, mais oui, non, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. C'est presque. Je trouve que dans le peu d'analyse qu'elle produit, parce qu'elle est surtout dans l'indignation. Oui. L'indignation, ça marche à un moment, mais dans un second temps, il faut agir de manière raisonnée. Il faut avancer, et c'est pas en s'indignant qu'on fait avancer les choses. Il y a eu quelques dérapages dans les quelques petites analyses qu'elle produit il y a 15 jours ou 3 semaines, où elle met la catastrophe climatique sur le dos du patriarcat et de je ne sais plus quoi, de la lutte des classes, etc. Oui, et du colonialisme aussi. Et du colonialisme. Là, j'allais dire son discours, qui n'en est pas un, qui est une espèce d'indignation parfois un peu méchante, d'ailleurs, là, de mon point de vue, dérape et perd en crédibilité. Dans la catégorie des femmes de l'année, si tant est que ça ait un sens, je crois que la communauté scientifique mondiale, y compris française, y compris dans l'université à laquelle j'appartiens, il y a du monde. Je pense alors, qui n'est pas une femme, mais à Jean Jouzel, que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant des années, ou à Valérie Masson-Delmotte, ou notre prix Nobel d'économie ou notre prix Nobel d'économie. Enfin, voilà, il y avait de quoi sûrement. Alors, ça elle a un côté, hélas, un peu tête de gondole, quoi, si vous voulez. Oui, voilà. C'est vrai. Et puis n'oublions pas aussi que le Time avait déclaré il y a 3 ou 4 ans que la personnalité féminine de l'année, c'était Christine de Christine and the Queens. Alors ça nivelle un petit peu quand même. Très bien, Christine Queen. Oui, est-ce que c'est vraiment la personnalité emblématique de est-ce qu'elle a vraiment un pouvoir? Est-ce que Christine and the Queen a vraiment un pouvoir sur la marche du monde? Ça a été un changement peut-être dans la oui, enfin, non, mais que ce soit la chanteuse de l'année peut-être. Florence, et puis on passera la parole à Christophe Maury après. Moi, je suis parfaitement d'accord sur le fond avec Stéphane, sur l'absence de discours, l'absence de construction d'un discours
après son indignation. La seule chose, c'est que son indignation, si elle réveille un peu les États pour qu'ils avancent, mais enfin bon, je ne suis pas convaincue. Mais non, je pense que c'est pas la femme de l'année. Et il y avait, comme Stéphane le disait, plein d'autres personnes dans ce domaine-là à pouvoir être la personnalité ou la femme de l'année sur ce terrain-là. Mais, allez, un défenseur. Et alors attention, faut pas dire autiste, faut dire Asperger. Parce que les Asperger ne considèrent pas qu'ils sont dans la catégorie des autistes. Voilà, je ferme la parenthèse. Christophe Bory, un peu de défense de Greta. Je suis emballé par ce choix. Parce que ce n'est pas une personne, c'est un élan, c'est une jeunesse, c'est une icône. Absolument. Vous parliez de tête de gondole, oui, mais la grève du vendredi, en disant à tous les jeunes, on ne va plus en classe le vendredi parce qu'il faut manifester, c'est un truc de jeune. Ça va améliorer son niveau de connaissance. Non, mais c'est un truc de jeune. Alors, ne demandez pas à la petite Greta de faire des analyses. Bon, ce qu'elle dit, elle a assimilé, mal assimilé, analysé, pas analysé, c'est pas une scientifique. C'est un élan international d'une jeunesse qui dit on veut maintenant faire attention à notre planète. Vous avez certainement, alors vous, chez nous, mais aussi les téléspectateurs qui nous regardent, on a tous des Greta à la maison qui nous disent mais ne mets pas le plastique là. Ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. Et c'est eux qui sont très vigilants aujourd'hui. Et je trouve ça très bien que Greta Thunberg soit la femme de l'année, parce que c'est la jeunesse de l'année. Et c'est de dire, maintenant ce sont les enfants, les jeunes qui vont être vigilants par rapport à ce que nous faisons. Déjà à la maison, mais ensuite au niveau industriel, national, international, etc. Donc je trouve que c'est très bien, parce que ça donne de l'espoir et que c'est la jeunesse qui prend les choses en main. Voilà. Moi, je préfère la Greta que vous avez chez vous, qui vous interdit d'acheter des couverts en plastique. C'est très bien, à cette Greta-là, qui va, pour des questions d'image, traverser l'Atlantique en bateau. Oui, et on est obligé de payer 6 tickets d'avion pour l'équipage. Mais on est au-delà du grotesque. C'est je sais bien qu'en disant ça, on va dire oui, je ne suis qu'un immonde mâle blanc de plus de 50 ans. Non, mais je me demande moi si ceux. On n'a pas le droit. Je me demande si dans ceux qui s'opposent à cette Greta Thunberg, il n'y a pas quand même beaucoup de climato-sceptiques. Pas du tout. Si vous regardez la liste des gens qui s'y opposent, c'est pas des gens qui sont très dans. Elle est énervante. Vous avez vu son discours à l'ONU. Elle est énervante. C'est une tête à claque. Vous avez raison. C'est un symbole, c'est pas elle. Mais c'est un symbole. Et moi, je la trouve formidable. Le fait que la jeunesse s'empare de ce combat, je trouve ça plutôt positif. Bon, enfin après, moi, oui, la jeunesse s'empare de ce combat. Ils sont tous en train de défiler pour sauver le climat, pour nous mettre en avant la décroissance, etc. Ils sont tous en basket qui viennent de Chine et qui coûtent 150 € à chaque pied. Alors, je veux dire, qui commencent aussi à regarder un petit peu comment ils vivent. Non, je veux dire, défiler en basket fabriqué en Chine pour sauver le climat, il y a quand même une aberration. Non, ça vous choque pas. Non, je trouve que ce qui est plus choquant, c'est la grève du vendredi. La grève du vendredi, il y a quand même des millions de jeunes qui rêveraient de pouvoir aller au lycée ou à l'école au moins un jour par semaine. Oui, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Bon, on vous réconciliera pas là-dessus, mais cela dit, il y a des noms qui sont presque des oui, et sauf celui de Jean-Charles qui est un non. Et justement, mais c'est ça qu'on l'aime. Justement, elle a 16 ans, vous le disiez, et on dit, il y avait un article du Parisien et un rapport d'une députée, stop au racisme anti-vieux. Est-ce qu'il y a un racisme anti-vieux? C'est l'éclairage du jour. Alors, une députée qui s'appelle Audrey Dufeu-Schubert, elle vient de remettre un rapport pour lutter contre ce qu'on appelle l'agisme et contre les hockey-boomers. Les hockey-boomers, ce sont ceux à qui, comme Greta Thunberg, les jeunes disent ouais, mais évidemment, toi, avec ton âge, tu peux plus comprendre, quoi. T'es dépassé. Moi, je dis l'inverse. C'est simplement que on ne réfléchit plus. On est juste sur de l'affect, sur de la réaction épidermique. Alors, on dit Greta, on l'aime ou on l'aime pas, sans dire pourquoi on l'aime ou sans dire pourquoi on l'aime pas. Donc, les jeunes, ils sont là. Dès qu'on propose une réflexion, les jeuns, certains jeunes, je ne veux pas du tout globaliser, mais certains jeunes, ils sont là. On se dit, bah oui, alors, mais vous discutez, donc vous êtes un vieux con. Bah oui. Si on essaye d'argumenter, si on fait preuve d'un tout petit peu de réflexion, d'intelligence et de culture, on passe pour un abruti. C'est vrai, mais je veux dire, je revendique le droit d'être un abruti dans ce cas-là, parce que je veux dire, moi, j'aime bien discuter
discuter, j'aime bien avoir des arguments. Et c'est pour ça, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je préfère des scientifiques à Greta Thunberg. Et je revendique le fait d'être un hockey boomer. Non, mais il y a cette idée quand même que, avec l'âge, on est un peu en dehors de ce qui se passe aujourd'hui. On peut. Ça, c'est vieux comme le monde, ça, pour le coup. La jeunesse en soi n'est pas une vertu. Non. C'est avec, je crois que c'est Cohn-Bendit qui répondait ça, mais Cohn-Bendit version 2000 et plus. Hein. C'est avec, c'est avec des jeunes cons qu'on fait des vieux cons. Il y a des gens bien et pas bien partout. Cette scission entre les jeunes, je sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui ils sont, et les vieux, pareil, moi je ne sais pas. On peut être vieux très jeune. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ce truc-là, c'est très vieux. Je travaillais il y a quelques temps sur les institutions athéniennes. Il y avait une institution qui est l'ancêtre des Sénats. Sénat, ça vient du mot vieillesse, hein, âge. Oui, absolument. Ouais. Sénile, Sénat, etc. Et qui s'appelait la Guérousia. Et donc, il y avait un conseil de gens âgés. Et les gens âgés étaient bénis des dieux parce qu'ils parvenaient à atteindre un âge assez important. C'était donc le signe de quelque chose. Et cette supposée sagesse agaçait en réalité tout le monde. C'était les plus jeunes qui vociféraient, écrivaient des pamphlets extrêmement... Oui, terrible. Et alors, ça, c'est un truc qui est constant, récurrent en réalité. Et donc, ce truc, OK, boomer, c'est-à-dire ferme-la parce que tu comprends rien, parce que t'es vieux, je serai pas là pour le voir, mais on verra dans 50 ans. Il y aura autre chose. Et puis... ce qui est amusant, c'est qu'on est dans un pays qui vieillit. Est-ce que c'est un pays qui vieillit, mais les vieux dérangent. Alors, on a toujours navigué entre la personne d'un certain âge, enfin, disons le vieux, incarnation d'une forme de sagesse, d'expérience, etc. Et puis le vieux qui dérange parce qu'il n'est pas loin de la mort et que la mort, on en a toujours eu la trouille. Nos morts, on les a assez vite évacués, bien en dehors des villes. On lui déposait dans son tombeau des vivres, des meubles, etc., pour qu'il soit très bien dans l'au-delà et qu'il ne revienne pas nous embêter. C'est en résumé, enfin je caricature, mais c'était à peu près ça. Aujourd'hui, la mort, on la cache. Les vieux, on les met dans des EHPAD. Il ne faut pas trop les sortir. Mais il y a là rien que de très nouveau. Enfin, tout cela. Est-ce qu'il faut quand même un rapport là-dessus ou pas? La structure familiale a explosé. C'est-à-dire que ça c'est vrai. C'est-à-dire que le vieux avait sa place dans la structure familiale. Il allait devenir le sage, le grand-père, la personne dont on s'occupait. Et la fragilité n'était pas un délit, n'était pas un handicap, n'était pas une tare. Or, aujourd'hui, le vieux, il doit se débrouiller tout seul parce qu'il est sourd, parce qu'il a écouté son Walkman beaucoup trop fort. Et aujourd'hui, le vieux est devenu un encombrant, donc un déchet. Et le vieux, c'est celui de l'EHPAD, mais c'est celui juste avant de l'EHPAD, qui aujourd'hui a 55 ans. Il y a le grand âge, il y a le très grand âge. Hein, oui, alors entre 55 et 60 ans, envoyer un CV dans des entreprises pour trouver un emploi salarié. C'est impossible. On en revient au problème au débat sur la retraite. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, travaillez plus longtemps, mais il y a de plus en plus de gens qui, à 55 ans, 58 ans, se font virer de la boîte. Là, c'est peut-être le vrai problème. Et par conséquent, il y avait une structure familiale qui donnait la place aux vieux. Je pense que les DRH devraient faire une réflexion sur dans l'entreprise, la structure de l'entreprise, quelle est la place pour les plus âgés. Il est bien évident que dans la mobilité, on encourage tous les jeunes dans la mobilité professionnelle. Il faut encourager les responsables, les DRH, à favoriser une mobilité professionnelle pour les seniors, pour qu'ils trouvent un emploi où leur expérience, leur réseau et leur sagesse vont être création de valeur pour l'entreprise. Mais ça, c'est une réflexion que je n'ai pas encore vue dans les entreprises du CAC 40. Il y a eu une époque où les grandes entreprises devaient négocier des accords qui étaient des accords seniors. Oui. Justement, pour pouvoir accompagner, exactement ce que vous dites, pour pouvoir accompagner les personnes les plus âgées dans le cadre de la fin de carrière. C'est ça, vers la sortie, mais en tout cas les accompagner en fin de carrière et pas les laisser sur le trottoir en les licenciant. Ouais. Donc simplement, ça a été supprimé.
C'est pour ça qu'on n'en entend plus parler. Donc il y a plus. Supprimé par qui, pour qui, ça a été supprimé, me semble-t-il, il me semble que c'est dans le cas de la présidence Hollande, où il n'y a plus eu d'accord senior. Ce qui est quand même un peu surprenant, quoi. Donc on a toujours les accords égalité homme-femme, on a tous ces accords-là, mais celui-là on ne l'a plus. Alors qu'effectivement il y a deux sujets, et j'allais exactement exprimer ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'a plus les personnes âgées dans le cercle familial, on essaye de les sortir le plus vite possible. Probablement aussi parce que quand on accompagne une personne âgée qui est chez nous, il faut du temps. Et les gens n'ont plus de temps. Il faut que ça aille vite, ça aille vite, ça aille vite. Et c'est une personne âgée, donc là on est plus dans le grand âge. On n'a pas de temps à lui accorder parce que ça ne va pas assez vite et qu'il faut être patient. Il faut de l'espace aussi. Il faut de l'espace. L'un des grands débats qui va venir dans les années qui viennent, c'est pas la retraite, c'est la dépendance. Oui, bien sûr. Qui est le débat le plus difficile, je pense, à régler. Oui, mais ça déjà, c'est sur la table. C'est sur la table. C'est sur la table, mais c'est très important. C'est un débat essentiel. Oui, mais en les mettant dans les EHPAD, je trouve ça absolument horrible parce que dans les EHPAD, on sait comment ils sont traités. Ce sont des usines à vieux, ça c'est clair. Mais c'est vrai que la problématique sur la discrimination, vous parliez de personnes d'entre 55 et 60 ans qui essayent d'envoyer des CV qui n'ont absolument aucun retour, ils ne trouveront pas de travail. Et ça, c'est un vrai problème de discrimination. Donc la discrimination sur ces jeunes qui essayent également de discriminer les vieux, je trouve que c'est extrêmement choquant. Mais c'est vrai que c'est ça. Patrice, il est en train de dire Jean-Charles a raison. Jean-Charles a raison. Jean-Charles avait raison de rappeler que quand la France était encore un pays rural, il y avait plus de place dans les maisons. On pouvait accueillir les personnes âgées. Ce qui est vrai que les gens qui habitent dans les villes aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et puis auparavant, c'était les enfants qui habitaient chez les personnes âgées. Donc on avait toute la cellule qui restait à la ferme. Bon. On parlait de la grève tout à l'heure. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui marchent à pied. Qui marchent. Oui, d'ailleurs. Parce que marcher sur les mains, c'est plus difficile. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui marchent. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y en a un qui est très, très content. Parce je crois qu'il travaille à Paris, il habite à la Verrière. Et il fait 30 km par jour. À pied ? À pied, oui. Alors, il faut dire que c'est un spécialiste. Il est marathonien. Donc, c'est assez amusant. C'est pas mal, finalement. Donc, il double les bus dans les bois. Absolument, oui. Je ne sais pas si on a quelques... Voilà, il part de chez lui, oui, et puis, voilà, il fait ses 30 km. Comme quoi, tout le monde n'est pas malheureux d'avoir de la marche à pied à faire. C'est peut-être le seul. Pas mal. 30 km, c'est la moyenne quotidienne pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Mais pas tout à fait au même rythme. Oui. Regardez, après. Château de Versailles. Un peu dans les bouchons. Et là, il s'aperçoit qu'il a oublié son téléphone. Oui, c'est la Verrière. Voilà, on peut être heureux et on peut être un marcheur heureux. Comme Christophe. C'était un jeu de mots, marcheur heureux. C'est bon. Jean-Jacques Rousseau nous a tout dit là-dessus. Peut-être passer au débat, il nous reste 4 minutes, mais c'est intéressant de s'y reporter. On en avait déjà parlé. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Polanski dans Paris Match. Oui. Alors on en parle, c'est le débat. Alors, Roman Polanski accorde une interview à Paris Match, dans laquelle il se défend absolument, des faits qui lui sont reprochés. C'est facile d'accuser quand les faits sont prescrits, qu'il n'y aura pas de procédure pour me disculper. L'interview est moi j'ai trouvé assez touchante, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé. C'est plus que touchant parce qu'il y a vraiment des choses qui me paraissent assez justes. La phrase qu'on vient de voir, effectivement, c'est vrai que le mal est fait. Tout le monde, la majorité des gens pensent que Polanski a violé ces deux femmes. Il n'a aucun moyen de dire que c'est faux, etc., parce que ça n'ira pas plus loin. Donc c'est effectivement quelque chose de terrible. Et c'est vrai que le mouvement MeToo, Balance ton porc, etc., a débouché sur des tas de choses bien évidemment passionnantes, une prise de parole et une mise en valeur de pratiques évidemment contestables et scandaleuses et criminelles, en tout cas délictuelles. Mais il
il y a aussi beaucoup de gens dont on a lancé le nom en pâture, et puis après, on dit, un an après, on dit, bah oui, finalement, c'est peut-être pas vrai, mais ça y est, le mec est mort, quoi. Je veux dire, médiatiquement. Il y a une accusation qui porte contre Weinstein, dont il dit qu'il a déterré l'affaire Samantha Jammer, qui était donc cette jeune femme. Alors, là, il dit, je ne l'ai jamais endormi, je l'ai jamais drogué, contrairement à ce qu'on a dit. Enfin, je n'ai jamais avoué ça. Et il dit, Weinstein a déterré cette affaire pour m'éliminer aux Oscars, parce qu'il avait un autre film à placer, ce qui n'avait pas empêché d'ailleurs d'avoir l'Oscar de metteur en scène pour le pianiste. Le pianiste, pardon. Non, sur cette affaire. Non, mais il a raison de dire que les temps ont changé. Roman Polanski est un octogénaire. Et qui oui, il dit beaucoup ça. C'est ça la tonalité. On n'est pas dans la même époque. Mais oui, il a connu les années d'insouciance, enfin, les années où il n'y avait pas le sida, et il dit que c'est le sida qui a changé, oui, qui a durci sur le plan moral les relations. Il est bien évident que dans les années de la jeunesse de Polanski, on pouvait siffler une fille, on pouvait sortir en boîte et rentrer à deux chez soi. Enfin, il y avait une espèce de frivolité, d'insouciance. Il y a eu la libération sexuelle. Et voilà. Alors, on peut donner ce concept qui est très sociologique, Patrice. Oui, oui. Mais je préfère parler de frivolité, d'insouciance. Bon, aujourd'hui, vous sifflez une fille dans la rue, ça s'appelle du harcèlement. Vous lui faites un compliment, faut surtout pas le faire, parce que là, on rentre dans MeToo. Et effectivement, Polanski a raison de dire, on a changé d'époque. Vous me reprochez quelque chose qui était... On ne va pas reprocher une époque, au contraire, on regrette cette époque, mais on accuse des gens qui y vivaient. Même s'il a une prédilection quand même pour les filles assez jeunes. Oui, mais regardez Maznev. Oui, souvenez-vous de Maznev. Souvenez-vous de Maznev. Maznev était apostrophe et tout le monde disait qu'est-ce qu'il est formidable. J'aimerais sortir les journalistes qui ont fait des papiers sur les romans de Maznev qui parlaient des petites filles en disant que c'était superbe et c'était magnifique. Ces journalistes vivent toujours. Ils ont fait quand même l'apologie d'un crime, aujourd'hui d'un crime, si vous voulez. Donc les temps ont changé. Les journalistes ont fait l'apologie d'un roman de Geneviève Dorman qui s'appelle La Main, qui est l'histoire quand même d'une quadragénaire, enfin on dirait maintenant peut-être une cougar, qui passe une nuit avec un gamin de 13 ans dans son lit. Et tout le monde dit ah oui, le bouquin est magnifique. C'est aussi l'époque, vous en parlez, où on peut reprendre le bouquin de Cohn-Bendit, où il a quand même des phrases assez curieuses sur la calinothérapie auprès des enfants de 5 ans. Enfin voilà, donc c'est l'époque où on disait justement il faut libérer les enfants, il faut leur apprendre la sexualité. C'est toute notre époque. Rapidement, rapidement, ce qui est intéressant, c'est effectivement, il dit on me juge sur une certaine époque avec les critères d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et donc ça, c'est. Enfin, moi, je suis à 100%. C'est un défaut de l'époque, je pense. Non. Tout est dit, Patrice. Oui. Tout est dit. Alors, parler de Geneviève Dorman, et là, on va parler de Jean-Michel Lecoq. La caresse des orties, c'est très bon roman policier de facture classique, donc rassurante. Il n'y a pas d'éventration, il n'y a pas de serial killer. On a un héros récurrent qui est un commissaire de police qui fait très bien son travail et qui là va se balader surtout dans les Ardennes avec le Béarn, non ? Une histoire. Comment ? C'est pas dans le Béarn aussi ? Dans le Béarn, non, pas celui-là. Pas celui-là. Non. Il y a un crime dans le Béarn, mais oui. Non, mais je vois que vous l'avez lu, ça me fait plaisir. Donc il y a un crime dans le Béarn, mais l'enquête se déroule principalement dans les Ardennes. Tout le monde n'est pas mis en examen dans le Béarn. Voilà, non. J'avais raison de le préciser. À part votre ami. Merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny, merci beaucoup Stéphane Monson, Christophe Maury et Florence Mercadet. Et à très vite, peut-être pour un nouveau PAF.